Je suis presque gêné. Si autrefois, j'ai passé tellement de temps à dire de mal d'Emmanuel Macron que maintenant, j'ai presque quelques scrupules. Mais du point de vue de la géopolitique... Vous avez changé d'avis sur Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Mais quand on fait de la géopolitique, on ne pense pas à Emmanuel Macron. Vous voyez, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous dites... Parce que la France n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et c'est la faute à Emmanuel Macron, ça? Pas du tout. Pas du tout, mais je sais pas. Je veux dire, j'ai pas de raison particulière de parler de la France, donc je n'ai pas de raison particulière de parler d'Emmanuel Macron, mais il n'y a aucune attitude critique là-dedans. Oui, mais derrière ça, si je reviens une petite seconde sur sa conférence de presse... Il aurait pu exister s'il avait compris quelle était la situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait pu exister s'il avait lu mon livre, puisqu'il n'était pas écrit. Mais il aurait pu exister si la France avait eu une attitude indépendante et si elle n'était pas tombée dans le piège de cette guerre, si elle n'avait pas laissé se créer. Autrefois, l'Europe, c'était l'axe Paris-Berlin, il n'y a pas de problème. Mais cette guerre, ça a créé une Europe qui est dominée par un axe Londres, Varsovie, Kiev, dans lequel l'Allemagne, cible des États-Unis, et la France ont été complètement marginalisées. Et il n'a pas vu la manœuvre. Oui. Mais si vous me donnez si vous me demandez mon opinion personnelle sur les capacités géopolitiques d'Emmanuel Macron, je vous dirais que je les considère comme très faibles. Mais je n'ai pas non plus une opinion très élevée du Quai d'Orsay en France. Vous voyez? Oui. Mais si on revient juste une seconde sur ce que disait Emmanuel Macron, mais là pour parler de la France, parce que finalement tout est lié. Vous parliez tout à l'heure de l'affaissement de l'Occident. Quand il dit il faut réarmer la France doit rester la France, on va mettre des uniformes à l'école, on va chanter la Marseillaise. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, une volonté? Non, je crois que l'important pour un historien qui fait son travail, j'ai déjà bien assez de mal à faire comprendre, c'est le débat absurde, que je ne suis pas poutinophobe. Vous voyez le lapsus. Que je ne suis pas... Merveilleux lapsus, j'espère qu'on me le comptera à mon crédit. Que je ne suis pas poutinophile, mais que je suis un historien qui cherche des faits et qui cherche à faire son boulot sur un sujet fondamental qui est la guerre économique et militaire entre la Russie et les États-Unis. Ça me fait, mon bouquin est très systématique, donc je décris la stabilisation de la Russie, j'étudie l'ambiguïté et la complexité de l'attitude dans les anciennes démocraties populaires, j'étudie l'implosion de l'Europe et surtout la disparition de la volonté allemande d'exister en tant que puissance autonome, j'étudie l'implosion de la société anglaise, j'étudie les pays scandinaves, j'ai 3 chapitres complets sur la société américaine, je montre l'importance, je dirais, de la désintégration du protestantisme dans la longue durée politique et tout ça, mais si vous voulez, je vais pas, je veux dire, c'est déjà un boulot énorme, je vais pas en plus m'occuper de la France et de Macron, vous voyez? Mais ça compte quand même. Non, je vais vous dire où elle est la France dans mon livre. La France, c'est moi. C'est-à-dire l'auteur est français. C'est tout. Donc je dirais que ce livre est un élément de la culture française. Vous qui êtes démographe, vous entendez parler d'une volonté de relance de la natalité en France. Oui, mais c'est pas... Vous entendez parler de tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va dans le mouvement général. Non, mais moi, j'ai passé 2 ans et demi de recherche à faire de la géopolitique. J'ai effectivement analysé certaines capacités ou incapacités françaises, et le résultat de ces recherches, c'est qu'on peut très bien faire de la géopolitique sans s'intéresser à ce que dit le gouvernement français. Alors, si le gouvernement français se mettait à dire autre chose et à dire, écoutez, cette guerre, on a un peu sous-estimé l'adversaire, Bruno Le Maire a été un peu hâtif à déclarer quelques jours après l'invasion que les sanctions allaient désintégrer l'économie russe. Il s'est peut-être qu'il serait temps de réfléchir à la réalité du potentiel russe, d'essayer de comprendre pourquoi le reste du monde, hors de l'Occident étroit, pas simplement la Chine, mais l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Iran, pourquoi tout le monde, en fait, implicitement, est du côté de la Russie. Et peut-être que maintenant, la bonne attitude, si vous voulez me faire parler du gouvernement français, je peux faire des suggestions, mais je ne partirai pas de ce qu'a dit Macron parce qu'il n'y a rien dedans. Je dirais il serait bon
que le gouvernement français commence à réfléchir à une façon de sortir de cette crise pacifiquement, en commençant à négocier avec les Russes, en accord avec l'Allemagne, d'aider l'Allemagne à se dégager des tentatives américaines de la détruire. Il y aurait 1000 choses à faire. Donc, mais tout honnêtement, à fait le contraire de ce qu'elle fait. Donc, voilà, en fait, résumé, vous dites la France se trompe sur toute la ligne. Elle se trompe sur toute la ligne, et en plus, ça n'a aucune importance, car ses capacités d'exportation d'armes sont très limitées. Oui, mais j'en suis navré en tant que citoyen français. Mais là, je suis historien, je ne suis pas citoyen. Oui, mais alors, en étant les choses, parce que là, on parlait tout à l'heure de guerre mondiale, mais vous parlez du nihilisme américain, et vous ajoutez dans un chapitre la preuve par Gaza. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fond? C'est-à-dire que, vous regardez, vous êtes dans la situation d'un type qui est replié dans sa chaumière bretonne, et qui met le point final à un livre sur le conflit ukrainien. Et vous êtes confronté... Il est là, le bouquin. Voilà, c'est très gentil. Vous allez nous parler de la conclusion du livre. Voilà, et vous êtes confronté aux événements de Gaza. De 7 octobre, donc, l'attaque terroriste. Et c'est juste impossible de ne pas regarder, de ne pas en parler. En plus, ça m'est personnellement pénible... parce que je suis d'origine juive, et bretonne, et anglaise. Mais, d'un autre côté, il n'était pas question pour moi, je veux dire, de partir sur le problème de Gaza, comme je ne partirais pas sur le problème de Macron. Donc, j'ai tiré quand même de ces événements les premières réactions américaines. Les premières réactions américaines aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script, il s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez? Tout ça a été fait, vous dites, pour parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre, et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable. En fait, la conclusion du livre est bizarre pour un livre de prospective. Je veux dire, comme on ne peut pas prévoir les réactions américaines, tout est possible. Vous admettez, pour un prospectiviste, terminer par tout est possible. Et ce qui est passé à Gaza, c'est ça, vous dites, au fond? Et à Gaza, on a eu la preuve, préférence immédiate pour la violence. Immédiate. C'est-à-dire, au fond, le soutien à Israël? Oui, mais les gens pensent que c'est le soutien à Israël. Mais moi, je pense qu'à un niveau... Mais les Américains se contrefichent d'Israël. Ils n'ont pas du tout d'idée de la réalité de la société israélienne. Ils ne voient pas du tout qu'en Israël, il y a 1 million de citoyens israéliens qui sont en fait d'origine russe. Ils ne voient pas qu'en Russie, il y a 100 000 citoyens israéliens, qu'il y a des liens humains entre la Russie. Ils se contrefichent de la réalité humaine d'Israël. Mais ce qu'il y a chez les États-Unis, c'est, je pense, une préférence pour la guerre. Oui, mais alors ça va mener à quoi? Ça, au fond, vous dites, vous, la perspective, c'est quoi? C'est qu'au fond, le conflit va s'éterniser. Là, ça dépend de nous. Le problème, si vous voulez, si vous faites de la géopolitique mondiale,
est-ce que est-ce que vous pouvez raisonnablement arriver à la conclusion que c'est les plus petits États, quelle que soit la complexité de leurs problèmes, qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est l'Ukraine qui décide de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est Israël et Gaza qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est même la Russie qui décide de l'avenir de l'humanité avec sa population de seulement 145 millions d'habitants et qui décline? Non, c'est l'Amérique qui est au-dessus de 330 millions d'habitants. Elle dépend pour son approvisionnement d'un commerce extérieur complètement déséquilibré. Elle est complètement agitée. Et je dis que maintenant, ce sur quoi il faut réfléchir de toute urgence en Occident, parce que c'est ça notre défaite, c'est le déclin de l'Amérique. Et je le dis très clairement dans le livre. Notre problème, dans notre perception de l'Amérique, c'est qu'au fond, on aime l'Amérique. On est né avec... Moi, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. L'Amérique a sauvé ma famille. Et c'est pour ça que je mets au centre de l'analyse des États-Unis cette notion de nihilisme. Nous devons, de toute urgence, pour voir le monde tel qu'il est et penser notre politique extérieure, la première chose à faire, ce n'est pas du tout de s'exciter sur la Russie, je dirais. Ça n'est même pas de prendre sans réfléchir des mesures concernant l'Ukraine, c'est de progresser le plus vite possible vers une vision correcte de la réalité des États-Unis. Mais on peut. Oui. Et, si vous voulez, il suffirait de remplacer. Vous voyez partout des couvertures de journaux, la menace Trump, la menace Trump, la menace Trump. Mais Trump, c'est l'Amérique. Pourquoi les gens ne titreraient pas la menace américaine simplement? La menace américaine. Et de voir simplement Trump comme un symptôme parmi d'autres, et Biden comme un autre symptôme, parce que ce qui est tout à fait déséquilibré dans ces analyses, c'est qu'on pose tout à fait... Après d'hésitation, je suis d'accord, Trump est une menace, il n'y a pas de problème. Mais les démocrates aussi sont une menace. On nous dit Trump ment tout le temps. Mais les démocrates aussi mentent tout le temps. Le Parti démocrate est totalement corrompu, il n'a absolument rien à envier aux républicains. C'est ça notre priorité. Oui. Mais vous pourriez voir aussi des unes de magazines, et on en voit, la menace de Poutine. Mais non. Est-ce que pour autant on peut voir que Poutine serait une force de paix? Parce qu'à un moment donné, Poutine a voulu dire qu'il était une force de paix. Vous dites à cause des Américains, Poutine est apparu, notamment au Proche-Orient. De toute façon, oui, tout à fait. Mais je ne dis pas ça pour des raisons. Je suis démographe. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Institut national d'études démographiques. Donc j'ai une grande attention aux masses physiques, au potentiel des populations. Et les populations déclinantes, et qui risquent de décliner très vite dans leurs classes d'âge les plus jeunes, comme la population russe, ne peuvent pas être impérialistes, tout comme la population japonaise décroît, tout comme la population chinoise décroît, tout comme la population allemande est très menacée, elle compense par l'immigration. Donc la menace, c'est l'impérialisme américain? C'est même pas l'impérialisme. Parce qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Amérique était repassée en mode défensif. Le problème, c'est les déséquilibres internes de la société américaine. La Russie n'a pas les mains. Je peux dire des choses très brutales, pas cruelles, mais brutales. Je veux dire, la théorie, je dirais, militaire russe a changé au troisième millénaire. La vision post-stalinienne de la Russie était un pays dont la population croissait très vite, et qui était prête à sacrifier des hommes. C'est ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, elle nous a sauvés en faisant ça, bien que ça ait été le stalinisme. Et donc, dans ce contexte qui s'accompagnait d'une supériorité absolue en moyens, en tanks, matériel militaire et autres, la doctrine stratégique russe, soviétique à l'époque, excluait des usages, un premier usage de la force nucléaire. Maintenant, la doctrine militaire russe a changé. Ils disent, si on regarde les masses démographiques et militaires, on est tout à fait inférieur à l'OTAN. Il est une agression ou une attaque de l'Ouest par la Russie est tout à fait exclue. La doctrine militaire russe, elle est purement défensive. Mais ils disent, et j'espère, Bruno Le Maire s'est trompé
sur l'effet que SWIFT, le décrochage de SWIFT pourrait avoir sur les banques russes. Mais j'espère que nos gouvernants sont au courant ou à jour sur la doctrine militaire russe actuelle. La doctrine militaire russe actuelle dit que, compte tenu de la supériorité en masse d'hommes, de démographie, etc., des pays de l'OTAN, si le territoire, si la nation et l'État russe sont menacés, nous nous autorisons à des premières frappes nucléaires tactiques. Voilà. Donc en fait, quand on est confronté à une doctrine qui est en fait d'une telle clarté et qui est tellement évidemment défensive, je veux dire, toutes ces visions d'une Russie qui veut envahir l'Europe, mais je veux dire, on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données, je veux dire, qui compulsent un peu les statistiques démographiques mondiales, qui regardent l'évolution de la population russe. Je veux dire, pour dire que la Russie va envahir le monde, il faut être, je sais pas, dérangé. Merci. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à cette vidéo d'introduction là qui vient de passer et qui nous propose en fait plusieurs informations utiles que les médias occidentaux ne partagent pas toujours. Donc, faites-nous parvenir vos avis et impressions dans la section des commentaires pour qu'on puisse en débattre de l'autre côté. Maintenant, on va poursuivre la vidéo dans cette deuxième partie là. On va faire un bref résumé des actualités que vous aurez pu manquer qui se sont déroulées essentiellement dans le Sahel, puisque la géopolitique au Sahel intéresse beaucoup de personnes. Et merci également à vous de continuer à suivre cette chaîne YouTube et à vous abonner toujours autant. On commence tout de suite avec la toute première actualité et on est au Niger où 9 assaillants neutralisés et 31 arrêtés dans la région de Tillabéri. L'actualité poursuit, on dit tout simplement que les forces de défense et de sécurité nigériennes ont mené une opération fructueuse dans la région de Tillabéri, neutralisant 9 assaillants et arrêtant 31 autres individus. Cette action coup d'éclat s'est déroulée jeudi dernier dans le secteur du village de Nabolé, une zone en proie à l'insécurité croissante ces derniers mois. Le jeudi, c'était le 20, voilà, c'était le 20 juin. Donc, selon les bulletins d'information de l'armée, les FDS ont été confrontés à des tirs nourris d'assaillants embusqués lors d'une mission de contrôle de zone. La riposte des forces de sécurité a permis de neutraliser ces assaillants-là et d'en interpeller certains. Heureusement, aucune perte n'a été déplorée dans les rangs des FDS. Ils sont à applaudir. Franchement, ils sont à applaudir. Deuxième actualité, et on est toujours au Niger, où des auteurs présumés ont été identifiés, ceux qui ont commis un sabotage sur l'oléoduc Niger-Bénin. Les autorités nigériennes ont ouvert une enquête pour sabotage après une attaque survenue sur le tronçon de l'oléoduc reliant le Niger au Bénin. Selon le gouverneur de la région de Zinder, le colonel Issoufou Labo, des informations et des preuves ont déjà été collectées sur les auteurs présumés et toutes les personnes impliquées seront arrêtées et condamnées en fonction de leur délit. Troisième actualité, on est au Mali où un projet de déstabilisation de la transition a été découvert. Les services de sécurité maliens ont déjoué un plan visant à déstabiliser la transition en cours dans le pays. Jeudi après-midi, c'est-à-dire ce 20 juin, une réunion clandestine a été organisée au domicile de l'ancien ministre Moustapha Diko à Bako Djikoroni. Assis. Okay. Lors de cette réunion, les participants, tous des leaders politiques signataires de la déclaration du 31 mars, ont été arrêtés par la gendarmerie nationale. Des fouilles ont permis de découvrir en possession des participants un projet de plan d'action en 5 pages visant à mobiliser la population pour un retour à l'ordre constitutionnel. Retour à l'ordre constitutionnel qui vous arrange vous et qui n'arrange pas en fait les intérêts du pays. Ce plan comportait des objectifs précis et reconnaissait la suspension des activités politiques, un projet de statut et règlement intérieur en 3 pages de leur mouvement dénommé A31. Alliance du 31 mars a également été saisie. Les leaders politiques arrêtés sont les suivants. Je vous laisse lire leur nom.
Il y en a un bon nombre. Ok. On nous dit également qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire. Contrairement aux rumeurs qui circulaient, il ne s'agissait nullement d'une présentation de vœux. Prochaine actualité, on est encore au Niger où les autorités nigériennes ont retiré le permis d'exploitation d'une grande mine d'uranium à Orano. Waouh! Ok. Le gouvernement nigérien a retiré le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren à la société française Orano, a-t-elle annoncé ce jeudi. Franchement, les choses qui se sont passées le jeudi fin juin, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont en train de changer un peu la donne en fait. Figurez-vous qu'il y avait quelques années, quelle autorité nigérienne pouvait s'aventurer à mettre en jeu les intérêts de cette société française là, sans pour autant risquer sa peau ou risquer sa place. Il n'y en avait pas. On prie vivement les autorités nigériennes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en fait de se faire surprendre par une quelconque situation de déstabilisation. Parce que ça va être chaud. Mais on croit en eux quand même. On croit en eux. On espère qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter de se faire surprendre. Prochaine actualité. On est au Burkina Faso, où le gouvernement dément les allégations du RFI sur l'arrivée de renforts maliens et russes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview, c'est pas une interview, l'échange du capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il s'est rendu auprès des journalistes. Je l'ai partagé dans la vidéo, peut-être que sur la chaîne plutôt, je vais mettre le lien de la vidéo ici pour que vous puissiez le suivre également. Il a expliqué clairement les raisons pour lesquelles ils ont laissé en fait ces rumeurs-là circuler. Donc, le ministre d'État de la communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a formellement démenti les informations diffusées par Radio France Internationale selon lesquelles les militaires maliens et des paramilitaires russes seraient venus renforcer l'armée burkinabé. Selon Ouédraogo, ces allégations font partie d'une campagne de désinformation visant à ternir l'image du Burkina Faso et à discréditer les efforts des autorités pour rétablir la sécurité dans le pays. Actualité suivante, et comme je vous le disais, j'allais vous mettre la vidéo en fait qui explique clairement les raisons pour lesquelles les autorités burkinabées ont laissé ces différentes rumeurs circuler, etc. Donc, on apprend que TV5 Monde a été suspendu pour 6 mois au Burkina Faso et ce média écope d'une amende de 50 millions de francs CFA. Je pense que c'est trop peu. On devait peut-être lui mettre 50 millions d'euros pour l'empêcher de poursuivre en fait cette activité dans le pays. Enfin, s'il n'arrive pas à payer. Donc, la chaîne de télévision française TV5 Monde a été suspendue pour 6 mois au Burkina Faso et condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA par le Conseil supérieur de la communication. Cette décision fait suite à la diffusion de propos tendancieux frisant la désinformation sur la chaîne. La suspension concerne la chaîne TV5 Afrique, TV5 Monde Afrique et prend effet à partir du 19 juin 2024, un peu avant le 20 juin. Cette période-là, ça a été chaud pour plusieurs sociétés françaises quand même, au Sahel. Le CSC reproche à la chaîne notamment la diffusion d'un reportage du journaliste Newton Ahmed Barry qui aurait relayé des rumeurs de mutinerie au sein de l'armée burkinabé. Le 28 avril dernier, TV5 Monde avait déjà été suspendu de diffusion pour 2 semaines pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé des actions contre des civils. Bon, peut-être que pour la prochaine fois, lorsque un média occidental fera de la désinformation, on va tout simplement
lui poser une amende de 50 millions d'euros ou de 100 millions d'euros. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager vos avis et impressions par rapport à la vidéo d'introduction. Ensuite, par rapport aux différentes actualités que je viens de vous partager. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.